Bonjour à tous. Cette semaine, un plus clair, largement consacré à la guerre en Irak. Nous avons passé 24 heures à LCI. Nous étions là dès le début des frappes américaines, dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors, comment la rédaction s'organise? C'est un reportage à chaud d'Emmanuel Battesti. Mais place d'abord à ce que l'on a vu, lu et entendu ces derniers jours sur le conflit irakien. Les médias français face à la guerre, c'est un sujet de Liliette Rive. Soyons précis, mercredi, la guerre en Irak a débarqué sur nos écrans à 3h39 exactement sur LCI. 4 minutes plus tard, LCI prend aussi l'antenne sur TF1 jusqu'à 6h. À 3h49, c'est iTélévision qui démarre, suivi par France 2 à 3h53. Complémentarité oblige, France 3 ne démarre qu'à 6h. Sur toutes les chaînes, les présentateurs se sont ensuite succédés à l'antenne, mais certains l'ont aussi monopolisé. Au top 5 des marathoniens de l'info, The Winner Is pour la première journée de guerre. Jean-Pierre Pernaut, ex-aequo avec Bruce Toussaint, d'ITélé, 6h45 d'antenne chacun, suivi de Daniel Bilalian, 6h31. Rapidement, Antoine David Pujadas, nous allons gagner un autre front, Patrick Esther, puisque Général Élise Jusset, et pour finir, Patrick Poivre d'Arvor. Mais la guerre vue par les médias, c'est aussi la guerre des bons clients. Dans les premières heures du conflit, on a vu et entendu partout deux spécialistes. Antoine Basbou était dès 6h30 sur la 2 et il n'a pas chômé. Pascal Boniface, lui, a commencé sa tournée des médias dès 4h30 sur RMC Info. Il l'a fini à 18h45 sur Inter. Guerre des bons clients, mais aussi guerre des correspondants. Jeudi, TF1 et France 2 se sont battus pour savoir qui des deux avait le seul correspondant opérationnel à Bagdad. Alain Chalbron est avec nous en direct de Bagdad, qui est actuellement le seul journaliste de télévision à être en direct de la capitale irakienne, avec une question rapide avant 8h30. Non, Jean-Pierre Abou, qui pour l'instant est le seul journaliste occidental à pouvoir s'exprimer en direct de Bagdad. Dès les premières heures du conflit, les médias télé ont aussi joué la prudence. Puisque on nous annonce pour les heures à venir ou les minutes à venir des premières déclarations peut-être de Saddam Hussein. Il faudra voir également si ces déclarations n'ont pas été enregistrées. Dans une guerre, il faut faire attention à toutes les informations, à toutes les images. Jean-Pierre Pernaut qui achève son marathon de 6h45 avec un hommage au journaliste de TF1, Patrick Bourrat. Émotion, fatigue, le présentateur craque presque. Dans ces circonstances, à 20h, Patrick Poivre d'Arvor, bon après-midi, à demain. En tout, pendant la première journée, TF1 a consacré la moitié de son antenne à la guerre, France 2 11h30 et France 3 6h. Mais les toutes premières frappes en Irak ont été annoncées par une radio, France Info, à 3h34. France Info qui a ensuite consacré 99% de son antenne à la guerre, contre environ 50% pour les généralistes, RTL, France Inter et Europe 1. Mais une guerre qui débute à 3h30 du matin, ça n'arrange pas les affaires de la presse écrite. Jeudi, France Soir déclenche le compte à rebours jusqu'à la fin de l'ultimatum, soit 2h du matin. Mais le quotidien a déjà bouclé, il ne peut alors que supposer l'imminence de la guerre. Le Parisien lui boucle après la fin de l'ultimatum, mais avant la guerre, loupé, contrairement à des titres de province comme Le Progrès qui réussissent à couvrir les premiers combats. À Libé, on a aussi veillé très tard après une 3e édition qui annonce l'objectif de la guerre à venir. Le quotidien boucle à 4h du matin une nouvelle édition plus raccord avec les événements. Encore plus fort, Le Figaro qui attend 5h du matin pour boucler une 4e édition. Il publie in extremis la première photo de la guerre. Le Monde lui aussi joue la montre, mais c'est pour sortir 2 heures plus tôt. Avec 16 pages jeudi, le quotidien est le plus complet sur la crise, suivi par Libé, 11 pages, et Le Figaro, 8 pages. Une actu qui pousse même l'équipe à s'exprimer, ce qui est rare. La dernière fois, c'était en 91 pour la première guerre du Golfe. Hier, c'est Le Point qui chamboulait ses habitudes et sortait avec du retard pour offrir à ses lecteurs, je cite, plutôt qu'un magazine froid, un journal chaud. À LCI, on était bien entendu en état d'alerte depuis le début de la semaine. Emmanuel Battesti a passé 24 heures dans cette chaîne d'infos en continu, avant, pendant et après les premières frappes américaines. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Reportage. Bonsoir. Le ciel de Bagdad est calme en ce moment. Des bombardiers américains prêts à décoller de Londres. Soirée calme mercredi à LCI, la chaîne Toute Info de TF1. Pourtant, l'ultimatum est sur le point d'expirer. La rédaction légèrement renforcée pour l'occasion s'ennuie. Pardon, veille. Dans les quelques kilomètres. Attends 3 heures, à une demi-heure près. 3 heures, il est 5 heures du matin, donc il fait jour là-bas. On en est. On attend.
On attend, l'ultimatum est passé depuis maintenant une demi-heure. Il n'y a aucun signe d'activité sur le terrain. Mais une heure plus tard, LCI inaugure son tout nouveau générique. Si vous venez de vous rejoindre, je vous rappelle que l'ultimatum Et à l'antenne, il faut improviser. A expiré et que, vous le voyez, on entend des tirs. Il semble que la DCA vienne d'entrer en action alors que le jour se lève à Bagdad. George Bush l'a annoncé en personne. Dans la newsroom, pour le coup, le rythme s'est légèrement accéléré. Dans laquelle il a expliqué que la guerre serait sans doute plus longue et plus difficile que certains le prévoient. Thierry, est-ce que tu as besoin de renfort? C'est Karen au téléphone. Est-ce que tu as besoin de renfort commentaire? Le marathon commence pour les deux présentateurs jokers de la chaîne et l'équipe de permanence. Alexandra, on va diffuser un sujet. Pendant ce sujet, on s'installe. Attends, on va passer un sujet d'abord. On peut se prendre sujet, 1 minute et après on le passe. Je m'en fous, il s'installe. On va à Bagdad, à bout. Ensuite, on va retourner à Bagdad. Effectivement, les informations Et pour motiver les troupes, rien de tel que la visite du patron. Bon, parfait. Des informations en plus. Bien répéter, bien donner l'ordre de débarrage du conflit, bien dire qu'il s'agit de frappes ciblées, apparemment pas massifs. Ce qu'on a fait à l'instant. Et redire ce qu'a dit Bush. Ça va là? Vous avez eu d'autres informations que celles qu'on n'a pas... Non, j'ai rien entendu, on était loin devant tout le monde. Hein. Ah oui, tout le monde dormait encore quand on était déjà à l'antenne. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans? Ils sont à la ramasse là. Je sais pas en plus. C'est quoi Clinton? C'est quoi ça? Trop. Bon, les images sont pas très spectaculaires, mais on va quand même pas se couper. En plateau, les journalistes jouent l'impro et reçoivent les dépêches en direct. Et à la rédaction, c'est l'effervescence. Les quelques images qui arrivent sont immédiatement basculées sur l'antenne. Tu peux prendre celle-là, on a pété. Attends, ils ont vu. On écoute donc le discours de Saddam Hussein. C'est en train de brouiller. Mais en temps de guerre, les bugs techniques font aussi partie du lot. Vous pouvez m'expliquer ce qui est fait un complot aussi? Là, on est en train de joindre des habitants à Bagdad. Et en fait, les lignes sont occupées et on se relaie en permanence et c'est constamment occupé. Voilà. Il est 5h15, les deux journalistes n'ont pas quitté leur fauteuil une seconde, tandis qu'Étienne Moujotte, président de LCI, fait une apparition. Il ne faut pas qu'on reste trop longtemps avec les roues parce qu'il ne reste plus que 5 minutes de faisceau au Qatar. Ça s'est déroulé conformément à nos plans. On avait pris l'antenne à 4h moins le quart et on l'a ensuite basculé sur TF1 en émettant TF1 LCI le même signal. TF1 va ensuite prendre une spéciale à 6h dans 3 quarts d'heure. Et LCI va continuer en continu là pour une durée indéterminée. À 5h30, la relève se prépare. Les journalistes du petit matin découvrent les événements de la nuit, toujours briefés par le patron. Écoute, non, franchement, tiens, nous en fait avérer, ça me paraît plus prudent. C'est très simple, il faut sourcer ces informations, être le plus précis possible, essayer de se garder de toute emphase, de toute information spectacle, faire l'inverse de ce que font les télés américaines, notamment Fox News. Il est 6h et nos présentateurs vont enfin pouvoir passer la main après 2h30 en direct. Alors ? C'était chaud. Besoin d'un peu de sucre là parce qu'on n'a pas mangé, juste bu un petit peu d'eau pendant 4 heures, donc là on a besoin d'un petit peu de repos. C'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est l'improvisation totale. Ce sont les dépêches qui arrivent au fur et à mesure, les correspondants qui interviennent, les envoyés spéciaux, des ruptures de faisceaux, quelques problèmes techniques, des problèmes de son et tout ça, faut gérer avec le stress du direct. 6h, c'est également l'entrée en scène des grandes figures de la chaîne. Vincent Hervouet, chef du service étranger, est l'homme clé du dispositif. Il intervient à l'antenne quand il le souhaite. Mais ça commence mal. Ce matin, il y a eu comme un problème de réveil. Pourquoi t'as pas appelé? Je croyais qu'il fallait pas vous réveiller. Mais non, mais attends, à 6h quand même. Ah ben je sais pas, après je croyais que ça en occupait. Anita Hausser, chef du service politique, elle a réveillé ses invités aux aurores. Il n'est pas encore 7h30 et la chaîne accueille déjà l'ambassadeur américain.
Monsieur l'ambassadeur, la guerre en Irak a commencé. Il y a le factuel, il y a le commentaire, et puis il y a les invités qui viennent analyser, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan diplomatique. La vie continue derrière. Dans quelques heures, il va y avoir un conseil au niveau des chefs d'État à Bruxelles. Donc tout ça fait que les choses évoluent. Je pense que la machine est en marche. On ne manque pas de charbon. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est maintenant une journée presque comme les autres qui démarre. À ceci près que la conférence de rédaction du journal de la mi-journée ne traitera que d'un seul sujet. Il y a peut-être un petit bloc réac dans le monde qui manque. Ça, c'est un sujet qui va exister. On va vous faire un sujet complet réac international. On est assez pauvre en images. Donc il va falloir par moment mêler à la fois les manifestants à droite à gauche et être capable de donner les réactions des principales chancelleries et capitales. D'accord. Oui, d'accord. La guerre, elle n'est jamais aussi spectaculaire que dans les films, jamais aussi excitante que dans les jeux. Et c'est un travail, en fait, traiter bien une guerre, c'est un travail qui demande beaucoup qui est assez aride. Tout qu'on navigue quand même on mesure en permanence son ignorance, quoi. Et l'ébullition de la nuit laisse bientôt place à l'inquiétude. Le Quai d'Orsay recommande le rapatriement des 7 journalistes de LCI et TF1 présents à Bagdad. Nous sommes jeudi, il est 11h moins 20. Je ne suis pas sûr que la frontière jordanienne soit encore ouverte et qu'ils puissent sortir. Vous prendrez la décision dans la journée ou Oui. Si le Quai d'Orsay nous demande de réfléchir sérieusement à cette question, c'est qu'ils ont, j'imagine, des craintes sérieuses, fondées. Aujourd'hui, tous sont encore à Bagdad. Plus clair, continue avant de recevoir Nikos Aliagas. Voici les meilleurs moments télé de la semaine. C'est le zapping, bien sûr. Bonjour à tous, vous êtes bien sur iTélévision, il est 12h32. Voici les titres du journal préparé par la rédaction de iTélé qui, pour l'instant, continue son travail normalement. Je dis bien pour l'instant. Nous avons conclu que demain sera l'heure de vérité pour le monde. De nombreuses nations se sont engagées pour la paix et la sécurité. Et maintenant, elles doivent démontrer cet engagement en manifestant leur soutien pour le désarmement sans condition de Saddam Hussein. Le Canada, le pays le plus proche et très lié aux États-Unis, se démarque de son voisin. Jean Chrétien, Premier ministre, a déclaré tout à l'heure que si une opération militaire intervient sans résolution des Nations Unies, le Canada ne participera pas. Cet après-midi, Tony Blair a perdu l'un de ses ministres les plus populaires. Robin Cook, chargé des relations avec le Parlement, a démissionné pour marquer son opposition totale à la guerre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas fait face à ses responsabilités. Nous assumerons les nôtres. Au cours des jours récents, certains gouvernements du Moyen-Orient ont joué leur rôle et ils ont envoyé des messages publics et privés incitant le dictateur à quitter l'Irak pour poursuivre de façon pacifique le désarmement. Jusqu'à maintenant, il a refusé. Toutes ces décennies de tromperie, de cruauté ont maintenant atteint leur fin. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak sous 48 heures. La Pologne, elle aussi, engagera des soldats aux côtés des Américains, ainsi que le Danemark. Le Premier ministre danois en a fait les frais en étant pris à partie par un militant anti-guerre. L'Australie a choisi son camp par la voix de John Howard, son Premier ministre. Nous serons le seul pays d'Asie-Pacifique à participer à la guerre d'Irak. Et puis il y a les réactions après le discours, ceux qui approuvent la position de Washington, comme le Danemark, la Bulgarie ou le Japon. 70% des Australiens sont opposés à la guerre. Et vous voyez que ces militants anti-guerre ont tagué No War sur le sommet de ce célébrissime opéra dans la baie de Sydney. Le curé d'Oxford préfère, lui, mettre ses ouailles en garde. Les sacrifices humains étaient une règle sociale du temps d'Abraham. Mais nous perpétuons les sacrifices humains. Nous appelons ça des dommages collatéraux. Mais ce sont des sacrifices humains. Au Koweït, cette nuit aussi, aux côtés des para-américains,
les Britanniques du 7e régiment royal d'artillerie montée attendent de faire mouvement. Les consignes leur imposent le port du masque en cas de guerre chimique. Alors avant même d'entrer en Irak, devant leur télé, les paras américains et britanniques sont déjà dans l'ambiance. Will you pray for your country, for your families, for your schools and churches, for your government? Will you pray that God's will be done in this upcoming election? Au moment où je vous parle, la DCA irakienne est en action. Je peux en témoigner. J'entends le bruit des avions et aussi celui des bombardements. Les mitrailleuses, la DCA, les tirs de DCA se poursuivent à partir des immeubles en hauteur. À l'heure qu'il est, les forces de coalition américaines ont entamé les opérations militaires pour désarmer l'Irak, pour libérer son peuple et pour libérer le monde de ce danger. Sur mon ordre, les forces de coalition ont commencé à frapper des cibles ciblées. Il a déclaré la guerre alors que nous voulions la paix et il a commis ce crime honteux aujourd'hui même. Monsieur le ministre, croyez-vous que l'homme qui était sur la bande diffusée sur la télévision irakienne était bien Saddam Hussein? Il y a débat sur ce point. Un débat tranché quelques heures plus tard. Les experts de Washington l'ont bien examiné, les détails de son visage, mais aussi sa voix et même les mouvements de sa bouche. Plusieurs comparaisons ont été faites. Conclusion, le Saddam à gauche de l'écran serait bien le vrai. Le seul moyen d'identifier Saddam Hussein, s'approcher très près du visage du tyran. Il a un tic quasi imperceptible sous l'œil droit. Et que Dieu continue à bénir l'Amérique. Avant de se quitter, on va remonter le temps. Sophie Biche a calé ses magnétos sur le 17 janvier 91. Guillaume Durand en pleine guerre du Golfe sur Feu la 5. C'est notre capsule temps. Merci de votre fidélité, SVP. Donc, pendant une bonne demi-heure, nous allons tenter de répondre aux questions qui vous angoissent ou aux questions que vous posez tout à fait normalement dans le contexte actuel sur le déclenchement de la guerre du Golfe qui est intervenu donc il y a un petit peu moins de 24 heures. Et à l'épuisement de ces questions, on prendra un petit peu, j'allais dire, de repos ensemble, se distraire avec un film et nous reviendrons bien évidemment. Inutile de vous dire que s'il y a des informations majeures qui nous parviennent, nous couperons les programmes. Qu'est-ce que vous avez comme dominante parmi les interrogations du public? Je vois que vous avez un amas absolument considérable de questions. Qu'est-ce que vous en sortez, si je puis dire? Les téléspectateurs de la 5 se posent énormément de questions ce soir et d'abord se demandent pourquoi nous n'avons pas d'images à leur fournir des opérations militaires françaises actuellement. De ces questions découle d'ailleurs une autre question. Quelles sont les conditions de travail des journalistes sur place et n'y a-t-il pas, d'une façon ou d'une autre, de la part des différents états-majors en cause dans le conflit, une forme de censure? Nous sommes le 22 mars 2003, c'est le printemps et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à 12h40. Salut à tous.